Dans cet épisode, vous allez découvrir la réalité de la vie d'un skipper en solitaire autour du monde sur un trimaran volant. Mais en dixième de seconde, tu te dis, mais ça y est, tout s'effondre, je vais devoir m'arrêter, ça se trouve, je pourrais pas repartir, enfin j'en sais rien, tout qui te passe par la tête. Anthony Marchand est le skipper de l'Ultime du groupe actuel. Un Ultime, c'est un trimaran géant qui est l'un des bateaux de course les plus rapides de la planète. Il mesure 32 mètres de long, il pèse 15 tonnes, mais se soulève au ras de l'eau grâce à ses foils et évolue à des vitesses dépassant les 40 nœuds ou 80 km/h. J'en fais plus des cauchemars et j'en fais pas, mais voilà, ça m'a marqué en tout cas, c'est sûr. On peut mourir et on peut perdre la vie, et voilà, et si on veut pas ça, de toute façon, il faut faire, je sais pas, du ping-pong ou autre chose. Anthony, merci de m'accorder du temps. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Anthony Marchand, skipper du trimaran actuel Ultime 3. Il y a quelques mois, tu as fait un événement un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je pense que tu veux parler de l'Arkea Ultime Challenge Brest. Voilà, c'était le 7 janvier à Brest. Le départ pour un tour du monde en ultime. Donc c'est Maxi Trimaran des Mers. On était 6 concurrents à prendre le départ à Brest. Et c'était une première, si je ne m'abuse. Oui, c'était une première parce que c'est vrai que nos bateaux aujourd'hui, nos bateaux volants, n'avaient jamais réussi à terminer un tour du monde, que ce soit en équipage ou en solitaire. On allait tous un peu vers l'inconnu, et c'était génial justement de cette incertitude et cet inconnu et cette aventure en fait, parce que c'était une course, mais c'était aussi un challenge énorme et une aventure énorme. Est-ce que tu peux nous résumer l'Ultime Challenge en une phrase pour nous montrer à quel point c'est pas juste une course de plus? C'est une course, je pense, qui est extraordinaire. J'ai envie de dire avec des équipes extraordinaires. Équipé par des marins, j'ai envie de dire pour moi, ordinaires, parce que c'est pas possible de se qualifier en mode extraordinaire. Voilà, non, je pense que c'est surtout ça, on a des équipes autour de nous qui sont extraordinaires, cette course elle est juste extraordinaire, et nous, marins ordinaires, on se bat et on gravite voilà, autour de la planète avec ces machines-là, et c'est juste ça qui est fabuleux, quoi. Alors ce que je vais chercher à savoir aujourd'hui, c'est à quel point c'est pas justement juste une gravitation, mais qu'est-ce que tu vis quand tu es là-bas, surtout dans le dur, donc on aura le temps d'y revenir. Mais avant ça, j'aimerais, pour donc des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment la course au large, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un ultime? Un ultime, donc c'est 3 coques, un trimaran. Donc Maxi Trimaran, c'est les plus gros trimarans du monde, que ce soit en équipage ou en solitaire. Ils font 32 mètres de long par 23 mètres de large. C'est une jauge, on ne peut pas être plus grand que ça. Voilà, et ça correspond à peu près à 2 terrains de tennis. Le mât culmine à 37 mètres de haut, ça fait un immeuble de 10 étages. On est équipé de foils, donc le but c'est de sustenter avec la vitesse sur nos foils et que nos coques qui normalement touchent l'eau, touchent le moins possible l'eau parce que ça devient un frein. Et c'est des bateaux qui sont quand même conçus, malgré leur envergure énorme, aussi pas mal pour faire du solitaire, quoi. C'est vraiment un peu l'idée de base. Donc les courses qu'on connaît, les routes du Rhum, les Transat Jacques Vabre en double, les Transat anglaises, et ce challenge fou qu'on a fait récemment, qui était l'Arkea Ultime Challenge Brest. C'est quoi le lien entre Actual, qui est donc une entreprise tournée vers l'emploi, et la course au large? Il y a une relation particulière avec la voile. Je pense que ça donne aussi plein de bons vecteurs de communication qui sont aussi différents de pas mal de différents sports et qui sont complémentaires aussi à d'autres sports. C'est vrai que le groupe Actual est impliqué dans beaucoup de sports collectifs comme le football, comme le rugby. Et les tours du monde en solitaire, la course au large, il y a aussi un esprit d'équipe, même si on est tout seul sur l'eau. Et voilà, c'est ce mélange de ces différentes valeurs sportives qui est intéressante, et la voile c'est très complémentaire avec d'autres sports et d'autres vecteurs de communication. C'est quoi la particularité de l'Ultime Challenge au sens par rapport au Vendée Globe, que beaucoup de gens connaissent pour le Vendée Globe, Ouais. Et qui est également une course en solitaire? Qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de vraiment différent? Est-ce que c'est, en fait, ma question c'est, est-ce que c'est juste est-ce que c'est un Vendée Globe plus rapide? Dans un premier temps, oui, ça correspond plus ou moins à un Vendée Globe plus rapide. La différence avec nos bateaux, c'est que nous, on peut chavirer. Nos bateaux, on a l'habitude de dire qu'ils sont beaucoup plus stables à l'envers qu'à l'endroit. Et justement, ce qu'on va rechercher, c'est de l'instabilité. Et plus le bateau est instable, plus il va vite. Parce que pour avoir de la stabilité sur un bateau, il faut une quille, il faut du lest, du plomb, et donc on est lourd, donc on va moins vite.
Donc voilà, donc nous on joue un peu sur ce fil du rasoir à chercher de l'instabilité avec ces multicoques. Donc c'est des bateaux qui sont très stressants via la vitesse, très bruyants, mais voilà, il y a un stress permanent lié à la vitesse qui est là, lié au chavirage qui est là. Alors que les bateaux du Vendée Globe, il y a moins de stress de chavirage. Par contre, j'ai envie de dire qu'on est presque plus confort dans un ultime, dans la vie à bord. On est beaucoup plus à plat, une sorte de confort en plus par rapport à un IMOCA. Donc c'est compliqué de comparer en fait la machine en elle-même par rapport à un des bateaux du Vendée Globe. Moi je prends du plaisir à faire de l'IMOCA avec les amis qui font le Vendée Globe, et les amis du Vendée Globe prennent plaisir à faire de l'ultime. Voilà, c'est deux classes qui sont différentes. Je ne sais pas s'il faut chercher à les comparer, mais c'est deux exercices qui sont, on va dire, différents. Et nous, la différence avec le Vendée Globe, c'est que nos bateaux sont plus rapides, donc on met moins de temps pour faire le tour du monde. Tu parlais justement de gérer du stress. Une fois que tu es bien lancé dans ta course, ça devient quoi ta vie, en fait, ton quotidien? Dans quelle mesure tu arrives à justement gérer ça, gérer ta fatigue, gérer ton stress? Le stress, il faut réussir à le connaître, à l'apprivoiser et à le gérer. C'est aussi bien ton ami que ton ennemi. Dans le sens où c'est ton ennemi parce qu'il ne faut pas se démobiliser à cause du stress, tu fais des bêtises sur tes manœuvres, tu ne vas pas assez vite. Et en même temps, c'est ton ami dans le sens où j'aime pas parler de la peur, mais peut-être plus de stress, où justement ça te met en garde sur des situations où ah non, si je pousse encore plus loin, faut que je fasse un peu attention pour mettre un peu plus en sécurité. Donc en fait, faut jouer avec ce stress. En fait, c'est ça aussi la course au large et faire des tours du monde, c'est jouer avec le stress et essayer de le connaître, l'apprivoiser et essayer de le maîtriser. Mais il en faut toujours un petit peu. Mais comment est-ce que tu le gères, ce stress, au sens où il n'y a personne pour te coacher, en fait, quand tu es là, à part, j'imagine, par la radio, mais il n'y a personne pour dire, là, Anthony, tu as vraiment l'air vraiment fatigué, il faut aller dormir. Alors, nous, en ultime, il y a aussi une différence par rapport au bateau du Vendée Globe, c'est qu'on peut avoir une aide de l'équipe en météo, en tactique et en stratégie. Enfin, en stratégie, en météo surtout, en fait. Parce que nos bateaux, on a du mal à passer beaucoup d'heures à la table à cartes, à la navigation, lancée à 40 nœuds pour faire de la météo. Donc on peut avoir aussi, je ne sais pas, Yves Leblévesque, le directeur du team actuel de l'équipe, qui me dit, bah là Anto, ça se voit que tu es fatigué, essaye de calmer un petit peu le jeu, dors un peu, voilà. Donc forcément l'équipe, ils sont là pour te conseiller sur pas mal de choses, et s'ils sentent que tu te mets vraiment dans le rouge, ils peuvent te tenir en garde, quoi. Et voilà, et c'est important, et en fait, et pour ça, il faut qu'on se connaisse par cœur. Faut qu'il y ait de la confiance, faut qu'il y ait de la confiance dans le sens où le jour où ils me disent ça, je sais qu'ils le pensent vraiment, ils me connaissent, et voilà, donc c'est pas dire ça comme ça juste bêtement. Et voilà, et puis il faut apprendre à se connaître le plus possible, et c'est ça qui t'enlève du stress, d'une manière générale. Ouais. Connaître le bateau, connaître l'équipe. Et justement, dans une journée normale, tu dors combien de temps? Alors moi à terre, je suis plutôt un gros dormeur, enfin normal, voilà. J'entends des journées normales en course. Hein. Et en course, il y a plusieurs types de navigation. Je sais que quand je participais à la Solitaire du Figaro, j'y ai participé une dizaine de fois, sur des tables de 3-4 jours, je dormais vraiment pas beaucoup, quoi. Ça pouvait arriver entre... Voilà, tu pouvais presque ne pas dormir du tout pendant 3 jours. Sauf que sur ces bateaux-là, il faut dormir. Il faut réussir à dormir, et ça te met en danger si tu te mets autant dans le rouge au niveau sommeil. Donc j'ai envie de dire, forcément tu as des 3 nuits blanches de temps en temps. Voilà, il y a des journées pendant 48 heures tu dors pas parce que tu peux pas. Après, faut essayer de dormir entre 4 heures et 6 heures par jour, je pense. Par tranche de 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes maximum. Sauf quand il y a de la pétole absolue, et auquel cas tu peux te faire une vraie sieste ou pas? Et ben non, pas forcément. On pense toujours que quand les conditions sont calmes, c'est les moments où tu peux plus te reposer. Mais en fait, non, souvent quand c'est calme, il y a beaucoup de changements de voile. Le réglage des écoutes, les réglages au centimètre près changent beaucoup. Si le vent change de quelques nœuds, quand il n'y a pas beaucoup de vent, ça change vraiment tous les réglages. Alors que si on a des conditions de vent et de mer plutôt fortes,
au final, il y a moins de changements de voile. Si le bateau est bien réglé, il va bien, on peut, j'ai envie de dire, plus aller dormir. Comment ça Est-ce qu'elle est pénible, cette solitude, au bout d'un moment? En fait, on ne se sent pas seul en mer et en bateau. Enfin, il n'y a pas cette sensation de solitude. Je trouve que tu peux être beaucoup plus te sentir seul un dimanche soir chez toi devant la télé, après un super week-end où tu étais avec 25 copains et amis, voilà, à faire des activités, des choses. Et là, tu reviens chez toi le dimanche soir, et là, il n'y a plus rien qui se passe, tu es tout seul, ta femme, je sais pas, tes enfants ne sont pas là, et puis là, tu te regardes dans le blanc des yeux, et tu t'en seul. Et en mer, t'as pas ça, en fait. Je sais pas si le bateau, c'est aussi ton compagnon de route. Peut-être qu'inconsciemment, on le prend comme une personne et on se sent pas seul grâce à lui, je sais pas. Donc t'as jamais ce côté, là ça me ferait vraiment plaisir de parler à quelqu'un ou de... Après, si tu as envie de parler à quelqu'un, tu prends ton téléphone satellite et puis t'appelles ta famille, t'appelles un membre de l'équipe et voilà. Et c'est vrai que, en fait, ce qui arrive souvent, c'est de temps en temps, tu as envie d'appeler quelqu'un, mais surtout, quand il décroche, tu dis, mais surtout, ne me parle pas de la course, parle pas de bateau. C'est quoi les potins? Il s'est passé quoi là ces derniers temps? Il s'est passé quoi aux infos? Voilà, même si on a un petit peu l'accès à l'info, on n'y va pas forcément aller le chercher l'info, mais tu as envie de parler, tu as envie de parler d'autre chose quoi, avec quelqu'un. Ça arrive de temps en temps, ouais. Et puis ça fait du bien, on a accès à tout ça avec aujourd'hui le téléphone satellite, pourquoi se priver en fait? Justement, sur cette course, c'est quoi tes souvenirs marquants? Alors c'est peut-être idiot, mais j'en ai deux surtout, c'est le départ. Voilà, c'est quelque chose que j'appréhendais. Parce que c'est une journée qui est particulière, tu dis au revoir à toute la famille, je ne sais pas dans quel stress j'allais être. Au final, j'ai pas du tout stressé, j'étais vraiment très bien. Et puis on a eu des images aussi magnifiques au moment du départ, où quelques minutes après que les vedettes nous suivent, il y avait les hélicoptères qui étaient encore là, et là le vent est rentré et on s'est mis à voler avec nos machines à 35 nœuds, 40 nœuds, tous bord à bord avec les ultimes, et c'était complètement fou quoi. Et là tu te dis, là je pars faire le tour du monde, qu'est-ce que je fais là? Mais c'est génial, mais enfin voilà, il y a une sorte d'excitation, de stress, d'angoisse, mais de sensation de bien-être aussi, il y a tout qui se mélange, et c'était un chouette moment. Et il faisait beau, à Brest. C'était un chouette moment en plus, ça. Et puis l'arrivée, le retour, où tu retrouves la famille, les gens, des gens que tu connais pas aussi. Et en fait, j'étais beaucoup plus touché par les gens que je connaissais pas, qui étaient venus à mon arrivée, que les gens que je connaissais vraiment de ma famille, quoi. Quand il y a ta mère qui est arrivée, tu sais que ta mère, ça fait 20 ans qu'elle te suit sur tous les régates depuis l'Optimiste, en laser, et voilà, donc j'étais sûr de la voir. Mais par contre, voilà, de voir beaucoup de personnes que je connais pas, des inconnus ou des cousins éloignés, ou des personnes de ma famille ça faisait longtemps que je les avais pas vus, et ben ça m'a vraiment touché en fait. Et entre les deux, parce que souvenir marquant, ça peut être positif ou négatif, hein. Ouais, souvenir marquant, je sais pas, non, il y a après c'est plein d'images, c'est plein de forcément le Cap Horn, c'était vraiment un chouette moment, mais c'est des petits flashs, des petits instants qui durent pas longtemps en fait que tu es en mer, et tu en as plusieurs qui sont tout au long de la journée. Et par contre, le départ et l'arrivée, c'est des gros tronçons, c'est quand même des grosses phrases, des moments qui ont duré pendant des heures, et c'était agréable pendant plusieurs heures, quoi. Après, pendant la course, tu as beaucoup de moments agréables, des levées de soleil, des lumières, des choses comme ça qui m'ont marqué. Après, j'essaie de trouver dans ces cas-là un moment plutôt pas très drôle qui m'a marqué, c'est quand voilà, le matin au sud de l'Australie, pardon, c'était au sud de la Nouvelle-Zélande, je m'aperçois qu'il y a un trou à l'avant du bateau avec la galette de Jenna qui s'est décrochée avec un axe qui n'aurait pas dû se décrocher et qui a vraiment détruit une bonne partie du franc-bord à l'avant du bateau. Et voilà, c'était une déception, j'étais là, mais en dixième de seconde, tu te dis, mais ça y est, tout s'effondre, je vais devoir m'arrêter, ça se trouve, je ne pourrai pas repartir, enfin j'en sais rien, il y a tout qui te passe par la tête. Donc ça, je me souviens de ce moment-là aujourd'hui, quand j'ai découvert ces choses-là. Enfin, j'en fais plus des cauchemars et j'en fais pas, mais voilà, ça m'a marqué en tout cas, c'est sûr. Et comment vous l'avez réglé le problème? Bon, on s'est arrêté. J'ai retrouvé deux membres de l'équipe sur place, qui étaient Gilles et Jérémy. Et puis ça s'est transformé en
en une mission commando pour préparer le bateau le plus vite possible dans un port magnifique en Nouvelle-Zélande. On était accueillis par un feu d'artifice en pleine nuit, rien à voir avec la fête du village. Et puis ça s'est transformé en moment de complicité, d'échange, de partage. Et c'est aussi des choses qui forgent des liens avec toute l'équipe. Voilà, c'est des souvenirs qu'on ne nous enlèvera jamais. Et donc ce petit cauchemar soi-disant d'escale, de peut-être abandon, de gros trous dans le bateau, et ben ça s'est transformé en plutôt moment de vie assez chouette avec plein de bons souvenirs. Et puis aussi, voilà, il y a des choses qui sont créées, des liens en plus avec les membres de l'équipe. Donc c'est chouette comment on peut justement transférer un moment un peu dur, triste, où j'ai même pleuré, pas forcément crié, mais où je m'étais effondré sur le coup, à un moment super souvenir et plein de belles images, et voilà. Et justement, quand tu es au bout du monde, vous faites quoi? Vous détachez vous mettez une grosse caisse dans un avion, vous mettez du carbone, de la résine, tout ce qu'il faut pour réparer? Alors pas forcément, ils ont amené un petit peu de matériel, mais à bord du bateau, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même beaucoup de matériel pour pouvoir réparer pendant un tour du monde. Donc en gros, on a utilisé aussi du matériel local. On s'était renseigné sur des personnes qui habitaient là-bas et qui avaient un chantier naval, où on savait qu'ils avaient un peu de matériel, on aurait besoin de ci, de ça, est-ce qu'on peut avoir accès à votre conteneur, à votre local pour réparer 2-3 trucs, faire des pièces. Et donc voilà, on s'est déplacé avec pas beaucoup de matériel, c'était plutôt satisfaisant aussi. Au moment où tu pars, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es sûr de rentrer? Ah mais tu sais, de toute façon on sait que c'est un métier compliqué et qu'on peut mourir et on peut perdre la vie et voilà, et si on veut pas ça, de toute façon il faut faire, je sais pas, du ping-pong ou autre chose. Et je pense qu'on a choisi ce sport-là et ce métier-là par aussi enfin, je trouve ça génial enfin je vais dire, je trouve de faire un métier un peu dangereux où tu sais que tu peux mourir, tu peux perdre la vie et un côté excitant, engageant et justement du stress qui se rajoute à cette possibilité-là. Et donc voilà, je sais pas, c'est du stress, mais ça nous passe par la tête, mais enfin je me pose pas trop la question par rapport à ça. Mais par contre, c'était plus ma peur, c'était plutôt de perdre le bateau, de partir sur le tour du monde, de chavirer, d'être très très loin dans les mers du Sud, et surtout de perdre l'outil de travail de toute une équipe. Et en gros, de mettre pendant quelques temps 20 personnes de l'équipe, 20 personnes en chômage technique, parce que l'outil de travail qu'on a tous en commun n'existe plus. Et c'était ça ma plus grosse peur. Donc j'étais stressé de perdre durant cette course l'outil de travail de toute une équipe. Et si ça arrivait, c'est quoi la procédure? Et le cas que tu as donné est très bien, c'est-à-dire perdu vraiment au milieu de nulle part. Le cas, déjà, je pense que si tu chavires, ton équipe, si tu leur donnes signe de vie, ils sont dans ce malheur de chavirage. Déjà, il y a de la joie qui arrive parce qu'ils se rendent compte que tu es en vie. Et c'est ça, ces passations de moments durs, et en fait, tu peux les transformer en joie. Et puis après, le but, c'est de te récupérer, te mettre en sécurité avec des cargos qui se déroutent. Voilà, des choses comme ça. Des concurrents, non. Nous, entre concurrents, on ne peut pas se récupérer en mer. On ne peut pas accoster un autre bateau avec nos ultimes. On est sûr de casser le nôtre et de faire un double accident. Donc par contre, rester peut-être en stand-by autour d'un bateau, attendre que les secours arrivent, continuer à discuter avec l'autre concurrent qui a chaviré. Enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités. En tout cas, aujourd'hui, ça peut prendre beaucoup de temps dans certains pays du monde, mais récupérer un marin, on le sait le faire et c'est très souvent fait. Donc je pense que l'équipe est satisfaite de ça. Et après, l'autre question qui se pose, c'est comment récupérer le bateau? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il était vraiment abîmé au moment où il a chaviré, ou il a simplement chaviré sans trop être dégradé? Est-ce que le mât a été, je sais pas, libéré, ce qui évite que le bateau il se disloque vraiment? C'est quoi les conditions de mer? Et puis là, il y a toute une équipe à terre qui s'organise pour gérer ce genre d'opération. Et puis généralement, toi, là, tu es dans un cargo philippin ou je sais pas quoi, et puis tu n'as plus trop de nouvelles de comment l'équipe gère le dossier. Alors
voilà, t'es un peu isolé de tout ça, quoi. J'ai une dernière question pour toi. Vous êtes sur une classe où finalement il y a relativement peu de concurrents. Ouais. Si on compare par exemple ça, si on revient à un Vendée Globe. Et du coup, ma question c'est, est-ce qu'on est dans un système où en fait les gens peuvent rêver de l'ultime, mais il y a très peu de place pour énormément de prétendants. Comment ça se passe en fait pour... Ouais, ça m'a jamais trop dérangé que le nombre de concurrents. C'est vrai qu'il y a toujours des organisateurs qui, à un moment, on voulait toujours être... C'était valorisant d'être énormément de concurrents dans une classe. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, le Vendée Globe, avec 40 bateaux, voilà, l'organisation est vraiment pas simple. Il y a de plus en plus de bateaux qui arrivent. Et je suis sûr qu'un Vendée Globe à 20 bateaux serait autant intéressant à suivre qu'à 40, quoi. Et voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est 6, peut-être 7 demain, ou ce serait bien que la classe ultime, pourquoi pas, on arrive à une dizaine de bateaux. Mais beaucoup plus, je vois pas trop l'utilité en fait. Déjà avec la taille de nos bateaux, 10 ultimes, trouver des ports qui accueillent 10 ultimes pour un départ de course, c'est pas forcément simple. Et puis je sais pas s'il y a forcément l'utilité, ça serait peut-être une question qu'il faudrait poser à la classe, à différents armateurs et concurrents. Mais en fait, le sens de ma question était aussi de dire, qu'est-ce qui a fait que t'aies choisi toi, en fait, quand il y a un process de sélection. Alors, ouais, à qui on confie les clés d'un ultime? On confie les clés d'un ultime à quelqu'un où on estime qu'on peut avoir confiance en lui, que ce soit, j'imagine, un bon régatier, qui sait aller vite sur ce genre de machine, et qui n'est pas non plus casse-cou. Je pense que c'est important il y a des marins qui vont très 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 vite, mais peut-être qui chavirent tous les ans. J'avais un petit peu d'expérience en multicoque avant, après j'ai mis 10 années de Figaro, et j'ai refait un peu d'ultime aussi après. Et peut-être que voilà, j'avais le profil qui matchait bien, dans le sens où voilà, j'essayais de faire avancer le bateau vraiment le plus vite possible, mais en même temps on avait confiance en moi au niveau sécurité, que j'allais pas pour un rien chavirer. Que ça se passait bien avec l'équipe aussi. C'est vrai que c'est des grosses équipes, il y a quasiment 20 personnes. Je pense que le fait que l'équipe aussi m'ait accepté et que ça se passait très bien dans les courses avant, quand j'étais co-skipper ou juste navigant, je pense que ça a joué. Le relationnel avec le partenaire, le sponsor, c'est aussi des rencontres, de l'échange. Voilà, il faut qu'il y ait de la confiance. Je pense que le mot confiance, on peut le mettre à toutes les sauces et à plein d'endroits différents justement autour de ces projets. Quelqu'un pourrait complètement être repéré dans le circuit Figaro et par petites touches, il va rentrer en contact avec la classe ultime sans qu'on lui dise maintenant t'es titulaire et peut-être plus tard y accéder. Oui, ou il peut sortir du Figaro comme Tom Laperche sur SVR qui était en Figaro et puis c'est François Gabard qui l'a repéré, qui l'a fait intégrer l'équipe et il est parti pour le Tour du Monde en solitaire sous les couleurs d'SVR. Donc qu'est-ce qui fait que en fait il arrive à extrapoler une performance sur un support en se disant ça va marcher sur un autre? Après déjà, je trouve que la classe Figaro, c'est quand même, on peut dire ce qu'on veut, il faut passer par là pour être performant. On a bien vu, je ne sais pas spécialement pourquoi, mais qu'un Figariste qui arrive en IMOCA, il sera bon. Un Figariste qui arrive en ultime, même si le bateau est complètement différent, il arrivera à le gérer. Ce que j'ai envie de dire, un bateau, ça reste un bateau. C'est des voiles, on borde les voiles pour avancer le plus vite possible, il faut changer de voile au bon moment. Voilà, c'est tout ce genre de choses qui est important, quoi. Donc on peut passer, oui, du Figaro de 10 mètres, monocoque, à un ultime. Je pense que la passerelle, elle est énorme visuellement, mais vélistiquement parlant, je pense que la passerelle, elle est plus faible que ce qu'on pense. Puis moi, je voulais te remercier pour cet accueil à bord, et puis maintenant je peux dire oui, j'ai barré un ultime à quasiment 40 nœuds, je crois que c'était 39 quelque chose. Ouais, on va dire 49. Si, c'est sympa. Cliquez sur la vignette qui s'affiche à l'écran pour découvrir un nouvel épisode de ce podcast sur la mer.